mais on ne va pas attendre les autres, hein, tant pis pour eux, hein. L'heure, c'est l'heure. Donc, voilà. Bah, écoutez, donc, on démarre. Je regarderai l'évolution de l'effectif au fur et à mesure, mais pour l'instant, on va démarrer, hein. Donc, on va reprendre, à la partie, donc, sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie, hein. Jusqu'à présent, on avait parlé donc, de la notion de dimension, enfin, déjà de la définition d'un espace vectoriel de dimension finie, hein. Donc c'est-à-dire qu'il admet une famille génératrice finie. On a vu quelques théorèmes, donc théorème de la base extraite et théorème de la base incomplète, hein, très utile lui. Et puis après, donc on a défini la notion de dimension. Une fois qu'on a vu qu'en dimension finie, hein, toutes les bases sont finies et ont le même, cardinal, hein. Et c'est ça qu'on appelle donc, la dimension d'un sous-espace vectoriel. Alors attention, ils ne sont pas tous de dimension finie, hein. Par exemple, k de x, hein, comme on l'a vu, hein, en exercice, il est de dimension infinie. De même, l'ensemble des fonctions de R dans R, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Attention, ne confondez pas la dimension d'un espace vectoriel avec le cardinal d'un espace vectoriel. Le cardinal d'un espace vectoriel, ça n'a aucun sens, hein, puisqu'un espace vectoriel, c'est un ensemble infini, hein, sauf dans le cas où c'est le singleton 0E. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul élément. Mais dans tous les autres cas, il est infini, hein, donc il n'a pas de cardinal, hein. C'est le cardinal d'une base, hein. Ce n'est pas le cardinal de l'espace vectoriel, hein, ça n'a aucun sens. C'est le cardinal d'une base de l'espace vectoriel, si jamais les dimensions finies. Donc, ne dites pas n'importe quoi en colle, notamment, hein. Voilà. Et puis, on a vu un résultat très utile, hein, dans les exercices, hein, celui-ci, hein. Donc, quand vous avez une famille à n éléments dans un espace de dimension n, eh bien, ce sera une base si et seulement si c'est une famille génératrice ou si et seulement si c'est une famille libre. Vous n'avez pas besoin de démontrer les deux. Donc, si vous avez une famille libre, si vous avez une famille pardon, de n vecteurs de E dans un espace de dimension n, eh bien, soit vous montrez que c'est une famille libre, soit vous montrez que c'est une famille génératrice. Pas besoin de faire les deux et vous pourrez en déduire que c'est une base. Ce qui fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Alors, on en vient donc à la partie grand 1, 7. Alors, c'était assez court, hein, donc, parce que j'avais hésité à mettre aussi en plus les dimensions de somme, donc cette partie-là, mais du coup, je me suis dit, ça va faire beaucoup. Et donc, du coup, bah, j'ai laissé ça pour la prochaine fois. Donc, du coup, cette séance sera assez courte. Mais bon, voilà. On va démarrer. Je regarde où vous en êtes au niveau effectif. 33, ok. Il en manque toujours. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors, vous avez un résultat simple, mais très important. Donc, si vous avez f qui est un sous-espace vectoriel d'un k-espace vectoriel E de dimension finie, donc on suppose que l'espace vectoriel, lui, est de dimension finie, et que f, c'est un sous-espace vectoriel de E, bien alors f sera lui aussi de dimension finie. Ce qui veut dire que tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie est de dimension finie. Non seulement il est de dimension finie, mais en plus, la dimension de f sera inférieure ou égale à la dimension de E, ce qui paraît assez logique, hein. Et non seulement ça, mais on a un autre résultat. De plus, f sera égal à E si et seulement si la dimension de f est égale à la dimension de E. Ce qui veut dire qu'en fait, grand E n'a qu'un seul sous-espace vectoriel de dimension de E, c'est lui-même. Tous les autres ont une dimension strictement inférieure. Donc, si vous avez démontré que la dimension du sous-espace vectoriel est égale à la dimension de l'espace vectoriel, vous pourrez en déduire que finalement, le sous-espace vectoriel, c'est l'espace vectoriel lui-même. Parce qu'évidemment, l'implication qui sert le plus, c'est de droite à gauche, parce que de gauche à droite, elle est évidente, évidemment. Si f égale E, dimension de f égale dimension de E. C'est surtout dans l'autre sens que ça sert, hein. D'accord ? Voilà, alors je vais peut-être sauter la démonstration qui n'est pas indispensable, hein. C'est en regardant les familles libres de f, hein, qu'on arrive à démontrer ce résultat, hein. Par contre, le résultat, lui, est vraiment important. D'accord, donc je répète, hein, si vous avez f qui est un sous-espace vectoriel d'un k-espace vectoriel E de dimension finie, alors f sera de dimension finie, premier résultat. Deuxième résultat, sa dimension sera inférieure à la dimension de E. Et enfin, dernier résultat, f sera égal à E si et seulement s'il a la même dimension que E. Un exemple d'application très simple, ici vous aviez donc montré que K n'a que deux sous-espaces vectoriels. C'est très simple. K, c'est un k-espace vectoriel de dimension 1. Hein. C'est dans le cours, ça, c'est ce qu'on avait vu dans les exemples classiques. Hein. Donc voilà, ici, le k-espace vectoriel K est de dimension 1, hein, parce qu'il admet 1 comme base. Donc comme il est de dimension 1, bah, ces sous-espaces vectoriels, comme ils sont de dimension inférieure à 1, ils sont soit de dimension 0, soit de dimension 1. S'ils sont de dimension 0, c'est que c'est le singleton 0, donc 0 de K, mais donc le 0 usuel, le nombre. Et s'il est de dimension 1, c'est que c'est K lui-même, puisque le seul sous-espace vectoriel de K qui est de dimension la même que K, c'est K lui-même. Donc finalement, effectivement, K n'a que deux sous-espaces vectoriels, le singleton 0 et K lui-même. D'accord ? Voilà.
Donc ça, on est bon. Un point méthode et après une application en exercice. Donc pour démontrer que deux sous-espaces vectoriels de dimension finie sont égaux, il suffit de montrer une inclusion et l'égalité des dimensions. Alors bien sûr, vous pouvez toujours faire la méthode classique pour démontrer qu'ils sont égaux, c'est-à-dire montrer les deux inclusions, une inclusion et l'inclusion réciproque. Mais s'ils sont de dimension finie, en général, c'est plus simple de démontrer une seule inclusion et l'égalité des dimensions. Je vous ai mis un exemple ici, je pense, assez parlant. Donc vous avez ici, on se place dans l'espace vectoriel R3, qui lui est de dimension 3, bien sûr, parce que K puissance n est de dimension n. Et vous avez donc deux sous-espaces vectoriels. Alors là, je n'ai pas demandé de justifier que c'est des sous-espaces vectoriels, mais c'est évident. Là, c'est un sous-espace vectoriel engendré par une famille, donc c'est un sous-espace vectoriel. Et puis ici, c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Et donc, évidemment, c'est un sous-espace vectoriel lui aussi. Donc là, vous avez donc le sous-espace vectoriel engendré par la famille de deux vecteurs 1, 1, moins 2, et le autre vecteur moins 2, 1, 1, et puis ici, celui-ci. L'objectif est de démontrer que ces deux sous-espaces vectoriels sont égaux. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va montrer une inclusion et l'égalité des dimensions. Alors, en ce qui concerne l'inclusion, vous essayez de faire celle qui vous paraît la plus simple. Alors, ça ne saute pas toujours aux yeux de savoir est-ce qu'il est plus simple de démontrer que f est inclus dans G ou que G est inclus dans f. Ici, il est très simple de démontrer que f est inclus dans G. Alors, on voit bien que ce vecteur-là, 1, 1, moins 2, il appartient à G, puisqu'il vérifie bien l'équation qui est ici, c'est-à-dire que 1 plus 1 moins 2, ça fait bien 0. De même, ce vecteur-là, il appartient aussi à G, puisque moins 2 plus 1, ça fait bien 0. D'accord? Et ensuite, comme ces deux vecteurs sont dans G, eh bien, on sait, résultat du cours, que le sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs-là sera inclus dans G. Parce que je rappelle que le sous-espace vectoriel engendré par une famille, il est inclus dans tout sous-espace vectoriel qui contient cette famille. C'est un résultat qu'on avait vu dans un autre chapitre. On dit même que c'est le plus petit au sens de l'inclusion des sous-espaces vectoriels qui contiennent les vecteurs de la famille. Donc, à partir du moment où G contient le premier vecteur et le deuxième, il contient forcément toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, c'est-à-dire il contient F. Et donc là, on a démontré que F est inclus dans G. Alors, plutôt que faire la réciproque, montrer que G est inclus dans F, ici, on va utiliser donc ce résultat-là et montrer qu'en fait, ils sont tous les deux de même dimension. D'accord? Alors, la dimension de F est évidente, parce que là, vous avez une famille génératrice de F, la famille 1, 1, moins 2, 1, 1. Cette famille, elle est libre, puisque les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Et donc, en fait, c'est une base de F, cette famille-là. Ce qui veut dire qu'on a une base qui contient deux éléments, et donc, F est de dimension 2. Donc, on sait que F, lui, il est de dimension 2 dans un espace qui, lui, est de dimension 3. Il ne reste plus qu'à démontrer que G est lui aussi de dimension 2. Alors, pour faire ça, bien sûr, on pourrait chercher une base de G. Ce ne serait pas très difficile. Il suffirait d'écrire que G, c'est l'ensemble des triplets de la forme. Comme vous avez l'équation ici, x plus y plus z égale 0, vous savez que x, c'est moins y moins z. Donc, on aurait tous les triplets de la forme. Ici, il y a encore plus simple. Donc, c'est ce que je vous ai fait dans le troisième point. On a déjà démontré que f, il est inclus dans G. Et bien sûr, G, il est inclus dans R3, parce que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et donc, grâce au résultat qu'on vient de voir ici, la dimension de f, elle est plus petite que la dimension de G, qui est lui-même plus petite que la dimension de R3. D'accord? Ce qui veut dire que la dimension de G, elle est comprise entre 2 et 3. Donc, c'est soit 2, soit 3. D'accord? Puisque c'est un nombre entier. Et si c'était 3, ça voudrait dire que la dimension de G est égale à la dimension de R au cube. Et donc, ça voudrait dire, grâce à ce résultat-là, cette équivalence-là, comme la dimension de G est égale à la dimension de R au cube, on n'aurait que G égale R au cube. Ce que j'ai mis ici. Alors, on aurait ça, et donc G égale R au cube. Ce qui est absurde, parce qu'il y a des éléments de R au cube qui ne sont pas dans G. Par exemple, le triplet 1, 1, 1, il appartient à R au cube et il n'est pas dans G. Ce qui veut dire que G n'est pas égal à R au cube, donc sa dimension n'est pas égale à la dimension de R au cube. Donc la dimension de G, elle est strictement inférieure à la dimension de R au cube. Donc ça ne peut être que 2 finalement. Donc forcément, G, il est de dimension 2. Et donc là, on a terminé. On a montré que F est inclus dans G. Ils sont tous les deux de même dimension, en l'occurrence 2. Et donc, on en déduit que F égale G, puisqu'on avait déjà une inclusion, et maintenant qu'on a l'égalité des dimensions. D'accord? Donc, ce résultat-là, qui découle donc de ça, eh bien, nous évite de démontrer l'inclusion réciproque. Il suffit de démontrer une inclusion et l'égalité des dimensions. Un exercice d'application aussi de ça, il s'agit de démontrer que dans R3 toujours, c'est un espace assez simple, ce sous-espace vectoriel engendré par cette famille-là est égal à l'autre. Si on n'avait pas la théorie de la dimension, on démontrerait les deux inclusions, ce qui est faisable, et ça ne pose pas de souci. Ici, il y a plus simple.
Alors, on va montrer donc une seule inclusion et l'égalité des dimensions. Donc là, vous avez le choix, hein. Ah, alors j'ai cru entendre qu'il y avait une question. Heu, ah, l'autre inclusion était bien plus simple à montrer ici. Tu veux dire dans l'exemple, que j'ai donné là? C'est-à-dire, dans ça là? Oui, je suis pas convaincu, hein. Donc je regarde, ah, il y a encore un ah, dans l'exercice? Ah, peut-être. Dans l'exercice, oui, c'est possible. D'accord. Dans l'exemple, non, mais dans l'exercice, oui, c'est possible. Donc voilà. Peut-être effectivement, il est peut-être plus simple de démontrer que 2, 3, 4 et 0, 1, 2 sont des combinaisons linéaires de ces 2 là, hein, plutôt que l'inverse. Mais bon, là, moi, j'ai fait de gauche à droite, mais effectivement, voilà, peu importe. Mais effectivement, si vous voyez qu'il y a une inclusion qui est plus simple à démontrer que l'autre, et faut pas vous priver, hein. Donc ici, bah, donc moi, j'ai choisi de démontrer l'inclusion de gauche à droite, mais vous pouvez démontrer bien sûr l'autre, hein. Donc ici, bien, 1, 1, 1, bah, il appartient à G, parce qu'il suffit d'écrire 1, 1 comme combinaison linéaire de ces 2 vecteurs-là, hein. D'accord? Donc comme ici, il y a un 0, hein, la seule manière d'avoir un 1, c'est de mettre un demi devant celui-ci, hein. D'accord? Parce que là, il y a un 2, hein. Donc une fois que vous avez un demi, hein, ah, vous avez le premier coefficient devant celui-ci, l'autre en découle, hein. Vous avez le résultat immédiatement. D'accord? Et de même ici pour, 1, 2, 3, il faut forcément mettre un demi, toujours pour la même raison, et l'autre va très vite. Donc bon, pour moi, c'est immédiat, mais peut-être que l'autre inclusion, enfin, vous la voyez de manière encore plus simple, parce qu'il est clair qu'évidemment 2, 3, 4, c'est la somme des 2, hein. D'accord? Et que 0, 1, 2, bah, c'est la différence de celui-ci moins celui-ci, hein. Effectivement, il y a pas de coefficient 1/2, mais quand même. Bref, donc là, à partir du moment où, alors je leur ai donné des noms pour alléger les écritures, donc F et G, hein. Bien, ces 2 vecteurs-là appartiennent à G, donc même raisonnement que tout à l'heure, hein. Le sous-espace vectoriel engendré par ces 2 vecteurs-là, il est inclus dans tout sous-espace vectoriel contenant ces 2 vecteurs-là, donc donc ça prouve que F est inclus dans G. D'accord? Théoriquement, si on n'avait, je répète, pas vu la dimension, il faudrait démontrer l'autre inclusion qui est très rapide, hein, comme on vient de le dire, mais ici, on va appliquer ce qu'on vient de voir. C'est pas toujours aussi rapide que ça, la réciproque, hein, donc avec la dimension, ça va généralement beaucoup plus vite. Ici, il est simple de voir que F et G vont tous les 2 être de dimension 2, hein, parce qu'à chaque fois, vous avez une famille génératrice, hein. Ici, ça, c'est une famille génératrice de F. Cette famille, elle est libre, puisqu'on voit clairement que les 2 vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc c'est une base de F, et donc ça veut dire que F, il est de dimension 2. Même raisonnement pour G, il est lui aussi de dimension 2, hein, d'accord? Et donc on en déduit que les 2 vecteurs forment les 2, pardon, sous-espaces vectoriels sont de dimension 2, puisqu'ils ont tous les 2 une base de cardinal 2. Voilà, donc c'est un résultat, ici vraiment tout simple, mais très utile, hein. D'accord? Donc la dimension d'un sous-espace enfin, un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie, il est toujours de dimension finie. Sa dimension est inférieure à la dimension de l'espace vectoriel, et il y aura égalité si et seulement s'il y a égalité des dimensions. Du coup, ça donne un point méthode très simple d'utilisation, mais très utile. Ensuite, je vous ai mis, un point, je vous avais dit dans les consignes, hein, vous n'êtes pas obligé de vous attarder là-dessus, parce que ce n'est pas explicitement au programme. D'accord? Donc j'ai mis un petit résultat complémentaire qui n'est pas à retenir, hein, parce que je répète que ce n'est pas, explicitement au programme. D'accord? On avait vu, je vous ai mis au chapitre 26, hein, que l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène S de n équations à P inconnues, c'est toujours un sous-espace vectoriel de K puissance P. D'accord? C'est pour ça qu'ici, hein, je pourrais dire que voilà, vous avez un système linéaire homogène. D'accord? Ici, bah, une équation à 3 inconnues, et donc vous pouvez affirmer, hein, grâce à ce résultat-là, que c'est un sous-espace vectoriel de R au cube, puisqu'il y a 3 inconnus. Donc c'est forcément un sous-espace vectoriel de R au cube. Il se trouve qu'en plus, hein, on a un résultat sur sa dimension si on est capable de trouver le rang du système. Donc c'est pas forcément gagnant d'appliquer ça, parce qu'il faut déjà être capable de trouver le rang du système, ce qui peut prendre un peu de temps. Et on a plus vite fait, généralement, de trouver une base, hein, de l'ensemble. Mais bon, d'accord? Donc, comme c'est un sous-espace vectoriel de K puissance P, il sera de dimension inférieure ou égale à P. D'accord? Puisque K puissance P est de dimension P. Et en fait, on a un résultat qui dit que si S est un système linéaire homogène de n équations à P inconnu de rang petit r, vous vous rappelez ce qu'est le rang, hein, c'est le nombre de lignes non nulles dans la matrice sectionnée réduite par ligne, hein, du système. C'est-à-dire en fait le nombre d'inconnus principal, hein, si vous voulez. Eh bien alors, l'ensemble des solutions de S est un sous-espace vectoriel de K puissance P qui est de dimension P-R. D'accord? Par exemple, ici, hein, dans ce système-là qui n'a qu'une seule équation, bah, il est clair que la matrice du système, c'est la matrice une seule ligne 1, 1, 1, qui est déjà échelonnée réduite par ligne. D'accord? Elle a une seule inconnue principale. Donc, le système a une seule inconnue principale qui est X, ce qui veut dire que le système il est de rang 1. Hein, et donc, on sait que G sera de rang 3 moins 1, c'est-à-dire 2. D'accord? Mais bon, je répète que ce n'est pas indispensable voilà, comme résultat, hein.
Je vous l'ai mis, je l'ai démontré ici. Voilà, mais parce qu'on arrive à montrer que c'est vec d'une certaine famille. Et ici, où il y a bien P-R vecteurs qui sont linéairement indépendants. Mais je répète que voilà, ce n'est pas essentiel. Donc, ce n'est pas un résultat à retenir. Il n'est pas explicitement dans le programme. Alors, voilà, je l'ai mis à titre voilà, indicatif pour voir qu'on peut en déduire la dimension directement de l'ensemble de solutions d'un système si on connaît le rang, mais ce n'est pas essentiel. Alors, autre ici notion de rang. On avait déjà vu la notion de rang. Alors, vous verrez que c'est une notion qu'on rencontre assez souvent en algèbre linéaire. On avait déjà rencontré la notion de rang pour le rang d'un système. Ici, on va voir le rang d'une famille de vecteurs. On verra aussi le rang d'une application linéaire. Et on verra le rang d'une matrice aussi. Donc, la notion de rang, c'est une notion qu'on rencontre très souvent en algèbre linéaire. Et vous verrez que toutes ces notions, bien sûr, sont liées. C'est pour ça qu'il y a le même nom. Alors ici, donc, on a le rang d'une famille finie de vecteurs. Donc, c'est du vocabulaire, en fait, ici. Après, il y a quelques propriétés à connaître. Donc, on a F, une famille finie de vecteurs d'un K-espace vectoriel grand E, ici, qui n'est pas supposé de dimension finie a priori. Donc, on a une famille finie, par contre, d'un K-espace vectoriel grand E. Eh bien, on appelle rang de la famille F la dimension, donc notez rang de F, du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. D'accord? Donc, le rang de F, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par F. Donc, attention, le rang de F, ce n'est pas la dimension de F. La dimension de F, ça n'a aucun sens. Que F, ce n'est pas un espace vectoriel. Quand F, c'est une famille de vecteurs. Donc, F n'a pas de dimension. Quand F, elle a un cardinal, c'est le nombre de vecteurs de la famille, mais elle n'a pas de dimension. Donc, ne parlez pas de la dimension de F, je répète, ça n'a aucun sens. Ici, F, c'est une famille, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc ici, le rang de F, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par F. Une remarque en 2 points. Donc, le sous-espace vectoriel engendré par F, il est bien de dimension finie, parce que là, je parle de la dimension. Il faudrait déjà justifier qu'il est de dimension finie. Mais c'est clair qu'il est de dimension finie, puisque vous avez F, qui est une famille finie, et qui est bien sûr une famille génératrice de vec de F, par définition. Parce que vec de F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par F. Ça veut dire que F, c'en est une famille génératrice. Et donc, vec de F, il a bien une famille génératrice finie, puisque F, c'est justement une famille génératrice finie de vec de F. Donc, ça prouve bien que vec de F sera toujours de dimension finie, si la famille est finie, elle. D'accord? Voilà, donc, la définition est cohérente. On a le droit de parler de la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille, qu'on appelle donc le rang de la famille. Et deuxième point, j'en ai parlé tout de suite en préambule, pour définir la notion de rang d'une famille finie, il n'est pas nécessaire que l'espace vectoriel, lui, soit de dimension finie. D'accord? Si E n'est pas forcément de dimension finie. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le rang d'une famille, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Alors, avant de voir quelques résultats sur cette notion, on va voir un petit exemple très simple. Ici, on vous demande de calculer le rang de la famille indiqué toujours dans R3. Vous voyez que je prends souvent R3 parce que c'est un espace vectoriel relativement simple à manipuler. Mais il ne faut pas croire évidemment que tout se passe dans R3. Ça peut être des espaces de matrices, de polynômes, etc. Donc ici, vous avez une famille constituée de 3 vecteurs. Donc vous avez une famille génératrice de vec de F qui est composée de 3 vecteurs. Donc forcément, le rang de F sera inférieur à 3. De toute façon, vec de F, ça sera un sous-espace vectoriel de R3, donc sa dimension elle est forcément inférieure à 3. D'accord? Bref, ici, on constate que le vecteur, le troisième, est combinaison linéaire des deux premiers. Bon, c'est le cas aussi pour les deux autres, mais peu importe. D'accord? Et donc, on en déduit qu'on peut retirer ce vecteur-là, le dernier, et on obtient toujours une famille génératrice de vec de F. Et donc, j'en déduis que vec de F, c'est aussi le sous-espace vectoriel engendré par 1, 2, 3, 3, 2, 1. J'ai retiré ce vecteur-là, puisqu'il peut s'exprimer en fonction des deux autres. D'accord? Ensuite, on voit que les vecteurs 1, 2, 3 et 3, 2, 1 ne sont pas collinéaires, et donc ils forment une famille libre. D'accord? Donc ça veut dire que cette famille-là, la famille 1, 2, 3, 3, 2, 1, c'est une famille libre, et en plus, bien sûr, c'est une famille génératrice de vec de F, parce que c'est écrit là, vec de F égale vec de ça. D'accord? Et donc, ça prouve que la famille 1, 2, 3, 3, 2, 1, donc cette famille-là, c'est une base de ce sous-espace vectoriel-là, c'est-à-dire une base de vec de F. Donc, on a trouvé une base de vec de F qui est de cardinal 2, ce qui prouve que vec de F, il est de dimension 2. Et donc, comme la dimension de vec de F, c'est 2, ça veut dire, par définition, qui est ici, que le rang de F, il est égal à 2. Donc, le rang de cette famille, c'est 2. Voilà. Voilà, donc là, vous avez une famille à 3 vecteurs, mais qui n'est pas de rang 3. Elle est de rang 2.
Alors, on a quelques résultats sur donc, le rang d'une famille de vecteurs. Des résultats, je veux dire, somme toute, assez simples. On pourra même regarder les démonstrations parce que sont assez courtes. Donc ici, vous avez f, x1, xp, une famille de vecteurs d'un K-espace vectoriel E. D'accord? Eh bien, premier résultat, le rang de f sera inférieur à p. C'est-à-dire que le rang d'une famille finie de vecteurs, il est toujours inférieur ou égal au nombre de vecteurs de cette famille. D'accord? Il ne peut pas dépasser. Donc ici, c'est pour ça qu'on savait déjà que le rang de f sera inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc ici, le rang de f il sera inférieur à p. Premier résultat. Et en plus, il sera égal à P uniquement si la famille est libre. Donc, il sera égal à P si et seulement si la famille F est libre. Ce qui veut dire que si votre famille n'est pas libre, le rang de F il est strictement inférieur au nombre de vecteurs. Ce qui était le cas ici. Notre famille initiale n'était pas libre. D'accord? Et donc, on en disait qu'on était sûr que le rang de F serait strictement inférieur à 3. Donc, inférieur ou égal à 2. Il se trouve qu'à la fin, il est égal à 2. Mais voilà. D'accord? Alors, comment on démontre ça? Il n'y a pas de difficulté. J'ai noté ici grand F, le sous-espace vectoriel engendré par la famille F. Donc F, c'est une famille génératrice de grand F contenant P vecteurs. D'accord? Et donc, la dimension de F sera inférieure à P. Pourquoi? Parce que je rappelle que en dimension finie, la dimension d'un espace vectoriel est toujours inférieure au nombre de vecteurs d'une famille génératrice. Vous vous rappelez, c'est un résultat qu'on avait vu. Alors, je peux vous remontrer ça. Alors, c'est ça. Quand vous avez un espace de dimension n, toute famille libre a au maximum n éléments et toute famille génératrice a au minimum n éléments. Donc une famille génératrice a toujours au minimum le nombre d'éléments de la dimension, c'est-à-dire le nombre d'éléments d'une base quelconque. Et une famille libre, elle, au contraire, ne peut pas dépasser ce nombre d'éléments. Donc ici, je suis allé un peu loin. C'est ça qu'on utilise. Là, vous avez une famille génératrice qui contient donc P vecteurs. Donc vous savez que le nombre d'éléments de cette famille génératrice, il doit être supérieur au cardinal d'une famille libre, et donc notamment au cardinal d'une base, c'est-à-dire la dimension de f. Et donc vous savez que forcément la dimension de f sera inférieure à p. Et donc le rang de f il sera toujours inférieur à p. Donc le rang d'une famille de p vecteurs, il est toujours inférieur ou égal à p, au nombre de vecteurs. Et ensuite, on a une équivalence à démontrer. Bien. Donc là, il y a rang de f inférieur à p, et avec égalité, donc rang de f égale p, si et seulement si la famille f est libre. J'ai commencé par l'implication de droite à gauche. Si f est libre, ben donc c'est une base de f, parce qu'elle est déjà génératrice. D'accord? Et donc, on a une base. Donc, cette famille-là est une base de f. Donc, comme elle contient p éléments, ça veut dire que la dimension de f, c'est p. Donc, on aura bien que le rang de f, c'est égal à p. Donc là, j'ai démontré l'implication de droite à gauche. Si la famille est libre, d'accord, mais en fait, elle constitue une base de vec de f. Et donc, eh bien, ça veut dire que vec de f est de dimension p. C'est-à-dire que le rang de la famille f, c'est p. Alors, de toute façon, il y a deux f différents. Il y a un f comme ça, puis un autre f. À l'oral, on n'entend pas la différence. Mais à l'écrit, oui. D'accord? Et dans l'autre sens, si le rang de f est égal à p, ça veut dire que la famille f, ici, c'est donc une famille génératrice, ça on le savait, parce que c'est toujours une famille génératrice de vec de f, qui contient p vecteurs, dans un espace de dimension p, puisque rang de f égale p, et que le rang de f, c'est la dimension de grand f, parce que c'est la dimension de vec de la famille f, c'est-à-dire grand f. Et donc, on a une famille génératrice de p vecteurs dans un espace de dimension p. C'est donc une base. Pour rappeler, on avait un résultat, quand on a un espace de dimension n et qu'on a une famille génératrice de n vecteurs, c'est une base. Et là, c'est ça qu'on utilise. On a f qui est une famille génératrice de p vecteurs dans un espace f de dimension p, et donc c'est une base. Et si c'est une base, en particulier, c'est bien une famille libre. D'accord? Donc j'ai bien démontré cette fois-ci que si rang de f égale p, alors la famille f est libre. Et donc on a l'équivalence indiquée. Donc à retenir, quand vous avez une famille d'un certain nombre de vecteurs, le rang de cette famille, il est inférieur toujours au nombre de vecteurs. Et il y aura égalité uniquement dans le cas où la famille est libre. Autre propriété sur le rang, c'est que si vous avez toujours une famille donc ici de P vecteurs, alors ici, la grosse différence par rapport à cette proposition-là, c'est que là, on suppose que E est de dimension finie. Ici, ce n'était pas le cas, on avait un espace vectoriel quelconque. Ici, on suppose que E est de dimension finie petit n. Alors, on aura que le rang de F est inférieur ou égal à n. Donc, en dimension finie, le rang d'une famille ne peut pas dépasser la dimension de l'espace vectoriel. Ce qui est évident, puisque le rang de F, c'est la dimension de vec de F, et que vec de F sera un sous-espace vectoriel de E. Donc, grâce au résultat qu'on a vu au tout début de cette séance, évidemment, le rang de F sera inférieur à n. Donc ça, c'est la première chose.
Et il y aura égalité, cette fois-ci, si et seulement si la famille F est une famille génératrice de E. D'accord? Donc, le rang de F, il est inférieur au nombre de vecteurs, et il y a égalité si et seulement si la famille est libre. Et en dimension finie, le rang de F il est inférieur à la dimension de l'espace, et il y aura égalité si et seulement si la famille F est une famille génératrice de E. D'accord? Alors, ouais, la démonstration est très courte, hein. Vous prenez, comme tout à l'heure, grand F égale vec de F. Grand F, c'est donc un sous-espace vectoriel de E, hein, et donc sa dimension est inférieure à la dimension de E, c'est-à-dire que donc le rang de F il est inférieur à n, ce que je vous avais déjà justifié il y a 30 secondes. Donc il est clair que le rang de F ne peut pas dépasser la dimension de l'espace. Et puis ensuite, j'ai raisonné là directement par équivalence. Donc, contrairement à ici, on avait fait une double implication. Ici, j'ai raisonné par équivalence. On a que F est une famille génératrice de E, si et seulement si, par définition, vec de F égale E. C'est la définition d'une famille génératrice, qui équivaut à donc grand F égale E, parce que grand F, c'est vec de F. Donc, ça équivaut à dimension de F égale dimension de E. Ça, c'est le résultat qu'on a vu, premier résultat qu'on a vu aujourd'hui, hein. Voilà, ça, là, F égale E, si et seulement si dimension de F égale dimension de E. Donc, c'est ça que j'utilise. Voilà. Et la dimension de F, c'est le rang de F, par définition. Et la dimension de E, c'est n. Et donc, on obtient bien, finalement, que F est une famille génératrice de E, si et seulement si le rang de F est égal à n. D'accord? Voilà, pour ce résultat. Et il y en a un dernier, hein, qui peut être utile aussi, hein. Puis après, donc, au niveau du cours, ça s'arrête là. Donc, j'avais fait enfin, je vous ai demandé de lire peu de pages, en fait, mais je ne voulais pas vous interrompre au milieu de la partie grand 2, hein. Donc, je préfère qu'on fasse grand 2 d'une traite. Donc, ici, vous avez F, une famille, donc x1, xp, de famille de vecteurs d'un K-espace vectoriel grand E. Donc là aussi, pas d'hypothèse de dimension finie sur grand E. Eh bien, si F contient R vecteurs linéairement indépendants, c'est-à-dire que dans cette famille-là, vous êtes capable de trouver R vecteurs linéairement indépendants, eh bien, alors le rang de F sera supérieur ou égal à R. C'est-à-dire, par exemple, si vous trouvez qu'il y a deux vecteurs non collinéaires dans cette famille, vous êtes sûr que F sera au moins de rang 2. Si vous trouvez au sein de la famille une famille libre qui est constituée de 3 vecteurs, vous êtes sûr que le rang de F sera au moins égal à 3. D'accord? Donc, si F contient R vecteurs linéairement indépendants, on aura un rang de F qui est supérieur ou égal à R, et il y aura égalité, donc il sera égal à R, si et seulement si ces vecteurs engendrent donc vec de F. Là aussi, on peut regarder la dimension. Toujours la même notation. Je note grand F, le sous-espace vectoriel engendré par la famille F. Et on suppose que, donc, que F contient R vecteurs linéairement indépendants. Alors, je ne l'ai pas mis, bien sûr, mais R, c'est un antinaturel, hein, évidemment. D'accord? Alors, je vous ai mis, quitte à réindexer les vecteurs, on peut supposer que ce sont les R premiers qui sont linéairement indépendants. D'accord? Ça ne change pas la généralité de la proposition, puisque vous savez que l'ordre des vecteurs n'intervient pas, hein, pour tout ce qui concerne la notion de famille génératrice ou la notion de famille libre. Donc là, je suppose que ce sont les R premiers qui sont linéairement indépendants. D'accord? Ce qui veut dire que donc, X1, XR, c'est une famille libre de F qui contient donc R vecteurs. D'accord? Et donc, toujours grâce à la proposition que j'ai dit tout à l'heure, la dimension de F sera supérieure ou égale à R, puisque voilà, le cardinal d'une famille libre est toujours inférieur au cardinal d'une base. D'accord? Et donc ici, bien, le cardinal d'une famille libre, c'est R, il sera inférieur au cardinal d'une base qui est la dimension de F. Et donc, on a bien que le rang de F sera supérieur ou égal à R. Donc, si vous avez une R vecteurs qui sont linéairement indépendants dans votre famille, vous êtes sûr que le rang de la famille sera au moins égal à R. D'accord? Il nous reste à démontrer la fin de la proposition, c'est-à-dire l'équivalence. Bien, si X1, XR, c'est une famille génératrice de F, alors c'est une base de F, parce que c'est déjà une famille libre, et c'est une famille génératrice. Ce qui veut dire que la dimension de F sera égale à R, et donc que le rang de F sera égal à R. D'accord? Donc, on a démontré une application. Et dans l'autre sens, comme tout à l'heure, si le rang de F est égal à R, eh bien, on a X1, XR qui est une famille libre de R vecteurs dans un espace grand F qui est donc de dimension R, puisque le rang de F, c'est la dimension de grand F. Et donc, c'est une base, et en particulier, donc, ça sera une famille génératrice de F. Voilà. Donc, pour la partie cours, c'est tout ce que je vous avais mis à étudier pour aujourd'hui, hein, Donc, l'autre partie, somme et dimension, vous verrez, c'est déjà plus long. Donc, ça concerne la dimension de deux sous-espaces supplémentaires, etc. La somme, il y a la formule de Grassmann qui est utile, etc. Donc, c'est plus long. Donc, je ne voulais pas que ce soit trop long cette séance-là. Donc, du coup, celle qu'on vient de faire aujourd'hui était plus courte. Il nous reste à corriger les exercices. Donc, il y en avait deux. Donc, celui-ci, voilà, et ensuite un autre exercice sur la notion de rang. D'accord?
Alors, du coup, bah, je vais peut-être, faire un petit sondage. Alors je vais suivre l'indication que vous m'avez donnée la dernière fois. Je vais, vous demander, p exercice par exercice. Donc, je vais vous demander, voilà. Donc la question c'est: «Avez-vous réussi à faire l'exercice 1?» ou «Pensez-vous avoir réussi à faire l'exercice 1?» Parce que bon, bon, il y en a qui n'ont pas répondu, donc, et je ne sais pas pourquoi vous répondez pas ou alors vous n'êtes plus en ligne, hein, mais en plus je vois les noms de ceux qui ne répondent pas, donc, bref, donc, ouais, donc il me reste 3 qui n'ont pas répondu, hein, mais ça laisse supposer qu'ils se sont recouchés en fait, mais bon, bref, peu importe. Donc, bah, je vais publier, mais a priori vous ne les voyez pas, hein, donc, en gros il y a 32 oui et 7 non, donc 76 et je vais publier, hein, 76 de oui et 17 de non. En fait, je crois que pour voir les résultats du sondage, il faut revenir à l'écran d'accueil, hein, mais, alors je ne sais pas si pour revenir à l'écran d'accueil, il faut cesser le partage d'écran, mais, je vais cesser pour voir. Ouais, si je cesse le partage d'écran, moi je vois là, je ne sais pas si vous le voyez après, je ne sais pas si vous voyez mon écran dans ce cas-là, mais ah oui, d'accord, donc, là on voit, hein, 32,7. Alors faut peut-être que ouais, bon, du coup je vais remettre le partage d'écran. Voilà, donc je vais remettre, ça et voilà. Donc là, du coup, vous n'allez peut-être plus le voir, je ne sais plus, mais bref. Alors, il y avait plus de oui que de non, alors on va voir ça, hein. Bah, c'est vraiment, une application, enfin, de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, j'ai changé un peu les valeurs, mais c'est vraiment, tout à l'heure on avait x plus y plus z égale 0, là c'est x plus 2y plus z égale 0, mais c'est vraiment le même principe, hein. Puis là, les vecteurs, je les ai changés, mais donc ici, hein, vous avez donc on se place dans R3, hein, vous avez U qui est 1 moins 1, 1 et cetera, hein, d'accord? On considère le sous-espace vectoriel engendré par UVW, hein, d'accord? Et on vous demande de montrer que F, c'est un sous-espace vectoriel de R3 et ensuite en donner une base et en déduire sa dimension. Une fois qu'on aura la dimension de F, on aura donc en fait, hein, si on fait le lien avec ce qu'on vient de voir, le rang de la famille UVW, hein. Alors, ce n'était pas demandé dans l'énoncé, mais on aura donc le rang de la famille UVW, parce que par définition, le rang de la famille UVW, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par UVW, c'est-à-dire la dimension de F. D'accord. Alors, bien ici, voilà, j'ai utilisé le résultat, que j'ai rappelé aujourd'hui, hein. F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par UVW qui est constitué de vecteurs de R3, hein, et donc c'est un sous-espace vectoriel de R3, hein. Il y a pas de souci, hein, on a un sous-espace vectoriel engendré par une famille et donc c'est un sous-espace vectoriel de R3. Ici, il y a aucune difficulté, c'est pas la peine de montrer qu'il contient un vecteur nul et qui est stable par combinaison linéaire. C'est le sous-espace vectoriel engendré par une famille de R3, hein, et donc c'est un sous-espace vectoriel de R3. D'accord. Ensuite, en donner une base et en déduire sa dimension. Donc ici, vous avez déjà la famille UVW, qui est une famille génératrice de F. Il reste à savoir si elle est libre ou pas. Si elle est libre, ce sera une base, et donc F sera de dimension 3. Si elle n'est pas libre, ça veut dire qu'il y a au moins l'un des vecteurs qui peut s'exprimer en fonction des deux autres. Vous m'enlevez ce vecteur-là, la famille qui vous reste sera encore une famille génératrice, puis vous recommencez. Est-ce que cette famille génératrice est libre ou pas? Si c'est oui, c'est une base. Si c'est non, c'est-à-dire qu'il y a au moins des vecteurs qui peuvent s'exprimer en fonction de l'autre. Vous m'enlevez ce vecteur, puis vous continuez, ainsi de suite. D'accord. Donc ici, ah bah, comme je vous l'ai dit, hein, UVW, c'est une famille génératrice de grand F. On constate que W, c'est U plus V, hein, ce qui sautait aux yeux, hein. Et donc, ça veut dire que la famille UVW n'est pas libre. Donc, évidemment, ce n'est pas une base de grand F, hein. Et que la famille UV sera encore une famille génératrice de F. Vous pouvez enlever W, puisque W s'exprime comme combinaison linéaire de U et V. D'accord. Puis ensuite, bah, maintenant, on s'intéresse à la famille UV, hein. Cette famille UV, elle est libre, puisqu'elle est constituée de deux vecteurs non collinéaires. Si on remet l'énoncé, on voit bien que U et V, hein, ne sont pas collinéaires. D'accord. Donc, je reprends. Et donc ainsi, UV, c'est une base de grand F, puisque c'est une famille génératrice de grand F et c'est une famille libre. D'accord. Et donc on a une base qui contient deux vecteurs, et donc ça veut dire que F, il est de dimension 2. D'accord. Donc grand F est de dimension 2, ce qui répond à la question 1b. Ensuite, on s'intéresse donc à G, hein, qui est donc
etc. Ici, vous ne vous fatiguez pas, vous utilisez donc, vous ne montrez pas, ce n'est pas la peine de montrer que 0, 0, 0 appartient à R3 et que c'est stable par combinaison linéaire. Évidemment, ça marche, ça c'est très bien si vous faites ça. Puis il y a plus rapide, vous dites juste que c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire de une équation à 3 inconnus, à coefficient dans R. Ce qui est important, le nombre d'équations n'est pas important. Ce qui est important, c'est le nombre d'inconnus. Comme il y a 3 inconnus à coefficient réel, eh bien c'est un sous-espace vectoriel de R3. S'il y avait, je sais pas, 3 équations à 4 inconnus, évidemment, ça serait un sous-espace vectoriel de R4. Attention, ce qui est important aussi, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre, excusez-moi, c'est un système linéaire homogène. Je me rends compte que j'ai oublié de l'écrire, moi, mais ce qui est important, c'est que c'est un système linéaire homogène. Donc il faudra que je le rajoute dans ce que je vais vous envoyer. Parce que là, il y a une petite coquille. Donc, voilà. Important, c'est homogène. C'est en fait bien ça que j'utilise. Voilà. On avait vu que l'ensemble de solutions d'un système linéaire homogène de n équations à p inconnues, c'est un sous-espace vectoriel de k puissance p. Donc, c'est ça que j'utilise. Excusez-moi, j'ai oublié de noter homogène lorsque j'ai tapé. Donc, il faudra que je corrige ça. Voilà, donc, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Ensuite, donc, déterminer une base de G et en déduire sa dimension. Alors, j'aurais pu faire le même raisonnement. F est inclus dans G qu'inclus dans R3, etc. Ici, je vous ai fait ce dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, on a donc G, c'est l'ensemble des triplets x, y, z de réels tels que x plus 2y plus z égale 0. Donc, en fait, bien, voilà, x étant l'inconnu principal, c'est x que j'ai exprimé en fonction de y et z, mais on n'est pas obligé de faire ce choix-là. Y serait un choix pas très bienvenu, parce que ça imposerait de mettre un demi. Donc, on aurait pu exprimer z en fonction de x et y. Mais bon, peu importe. Donc, on trouve que c'est l'ensemble des triplets de la forme moins 2y moins z, y, z, lorsque y et z appartient à R2. Attention, ici, il n'y a plus de x, évidemment. Donc, il n'y a pas x, y, z appartient à R3, parce qu'il n'y a plus de x ici. Donc, c'est uniquement lorsque y et z varient dans R. D'accord ? Et donc, c'est l'ensemble des triplets qui peuvent s'écrire sous la forme y fois moins 2, 1, 0, plus z fois moins 1, 0, 1, avec toujours y, z qui appartient à R carré. Et donc, on voit, comme y et z varient dans R, eh bien, on voit en fait que c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là, celui-ci et celui-ci. Et donc, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille moins 2, 1, 0, moins 1, 0, 1. C'est-à-dire que G, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là. Vous pouvez vérifier évidemment que ces deux vecteurs-là, ils vérifient bien l'équation. Sinon, si vous avez fait une erreur quelque part. C'est-à-dire que ces deux vecteurs-là, ils doivent appartenir à G. Donc, moins 2, 1, 0, ça doit marcher. Donc là, ça fait moins 2, plus 0, qui fait bien 0. Et puis ici, moins 1, plus 0, plus 1, qui fait bien 0. Donc, il est facile de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Donc, on obtient que cette famille-là, c'est une famille génératrice de G, puisque G, c'est vecte de cette famille-là. Ensuite, il est clair que c'est une famille libre, puisque les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Et donc, c'est une base de G, ce qui prouve que G est de dimension 2. D'accord ? Donc, finalement, bien, G est de dimension 2 pour cette question-là. Et ensuite, bien, comparer F et G. Bien, on a donc que F et G ont la même dimension, puisqu'on vient de démontrer qu'ils sont tous les deux de dimension 2. Donc, si on arrive à prouver une inclusion, eh bien, on en déduira que finalement, ces deux sous-espaces vectoriels sont égaux. Alors, ici, bien, U appartient à G et V appartient à G. D'accord ? Alors, si je reviens en arrière. Alors, attendez, je vais remettre. Voilà. U, donc c'est ce vecteur-là. Il est facile de démontrer qu'il appartient à G. Il vérifie l'équation qui est ici. De même pour V. Donc, j'en suis à la question 3. Donc, comme U et V sont tous les deux dans G, le sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs est inclus dans G. Parce que je rappelle que le sous-espace vectoriel engendré par une famille finie de vecteurs, il est inclus dans tout sous-espace vectoriel qui contient les vecteurs. Donc, c'est-à-dire que F est inclus dans G, ils ont la même dimension, et donc ils sont égaux. Et donc, finalement, eh bien, F égale G. Voilà. Donc, c'était vraiment le même type d'exercice que celui que j'avais mis en exemple. D'accord ? Ouais. Il faut savoir faire ce genre d'exercice. C'est pas très difficile, normalement. Ça vous permet de bien comprendre ce qu'est la notion de dimension. Voilà. Voici pour le premier exercice. Et, sauf s'il y a des questions, je passe au deuxième. Donc, le deuxième, c'était calculer le rang de deux familles de vecteurs. Alors, une famille de quadruplets, donc une famille de quadruplets de réels. Donc là, on est dans R4. Et puis ici, une famille de polynômes. Polynôme à coefficient réel. Donc là, on est dans R de x. Plusieurs choses avant de démarrer. Ici, vous avez une famille de 4 vecteurs. Donc vous savez que le rang de f, bien sûr, il sera inférieur ou égal à 4.
Vous auriez pu raisonner autrement en disant que voilà, vous avez une famille de vecteurs dans R4 qui est de dimension 4, et donc le rang de f il est inférieur à 4. Ça vous redonne le même résultat. En tout cas, vous savez que le rang de f il est inférieur à 4. Il sera égal à 4 uniquement si la famille est libre. Si la famille n'est pas libre, il sera de rang strictement inférieur à 4 et donc inférieur ou égal à 3. Alors ici, donc, j'ai noté donc V1, V2, V3, V4, les 4 vecteurs en question. Et j'ai noté grand F, donc le sous-espace vectoriel engendré par V1, V2, V3, V4. L'objectif est de déterminer donc le rang de la famille V1, V2, V3, V4, c'est-à-dire par définition la dimension de grand F. Que je vais ici, déterminer le rang de V1, V2, V3, V4, c'est déterminer la dimension de F. Donc, bien, comme elle est constituée, comme je vous ai dit, de 4 vecteurs, elle est au maximum de rang 4. Et elle sera de rang 4, donc si et seulement si elle est libre. Exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ensuite, ça c'est ce que j'ai écrit là n'est pas obligatoire, mais on constate que V1 et V2 ne sont pas collinéaires, donc que la famille est libre. Et donc, en utilisant le résultat qui est ici, le tout dernier résultat qu'on a vu aujourd'hui, bien, vous avez f qui contient ici 2 vecteurs linéairement indépendants. Vous êtes sûr que le rang de f sera au moins égal à 2. Donc là, vous êtes sûr que la famille est au moins de rang 2. Donc elle est de rang 2, 3 ou 4 en fait. Ensuite, alors je vous ai mis, on constate aisément que V4 c'est 2V2 plus 2V3. Je ne dis pas que ça saute aux yeux, mais si vous faites V2 plus V3, ça fait ici 0, 0. Ici, vous allez avoir 1 et 0. Et donc, on voit que V4, c'est 2 fois ce vecteur-là, puisque V2 plus V3, c'est 0, 0, 1, 0. D'accord? Et donc, plusieurs choses. Ça prouve que la famille n'est pas libre, puisque l'un des vecteurs s'exprime en fonction des autres. D'accord? Et ça prouve aussi que vous pouvez enlever V4, et la famille V1, V2, V3 sera encore libre, sera encore génératrice de F. D'accord? Donc ici, V1, V2, V3, c'est une famille génératrice de F. D'accord? Et donc maintenant, comme on cherche la dimension, vous avez une famille génératrice, et vous voulez savoir si cette famille-là est libre ou pas. Si c'est le cas, ça voudra dire que c'est une base de F, et donc F sera de dimension 3, ce qui veut dire que la famille V1, V2, V3, V4 sera de rang 3. Alors ici, quand il y a 3 vecteurs, si vous voulez savoir si la famille est libre ou pas, il ne s'agit pas de regarder, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si les vecteurs sont 2 à 2 non collinéaires. Ça ne marche pas. Il se peut très bien que V1 et V2 ne soient pas collinéaires, que V2 et V3 ne soient pas collinéaires et que V1 et V3 ne soient pas collinéaires, pour autant que la famille soit liée. C'est tout à fait possible. Par contre, évidemment, si vous voyez que 2 des vecteurs sont collinéaires, vous êtes sûr que la famille elle est liée. Donc ça peut valoir le coup de regarder pour prouver que la famille est liée, mais pas pour prouver qu'elle est libre. Ça ne marche pas. D'accord? Alors ici, on ne voit rien de particulier. Dans ce cas-là, quand il n'y a rien de particulier, on applique la définition. Donc on prend 3 réels, et puis on regarde ce que ça impose que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 soit égal au vecteur nul. On pourrait faire juste des implications, parce qu'on veut montrer que si on a ça, alors les scalaires sont nuls. Mais bon, comme on peut raisonner par équivalence, j'ai fait une équivalence, mais ce n'est pas indispensable. D'accord? Donc on calcule évidemment le vecteur alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3, ça donne ce vecteur-là. Ce n'est pas très difficile de le calculer. Alpha V1, ça va me faire un alpha ici, plus bêta V2, plus un bêta ici, et puis donc plus gamma V3, donc plus gamma fois moins 1, donc moins gamma. Donc la première coordonnée, c'est alpha plus bêta moins gamma, puis vous faites ça pour les 4. D'accord? Et donc ce vecteur-là sera égal au vecteur nul, ou élément neutre de R4, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0. Si et seulement si, on a ça. Ça donne donc des équations. En l'occurrence, là, on a 0 égale 0, donc je ne l'ai pas mise, la dernière. Vous avez donc un système de 3 équations à 3 inconnus. Et il est assez facile, alors j'ai gagné du temps là-dessus, mais de voir que ça va donner alpha égale bêta égale gamma égale 0. C'est très rapide, parce que là, vous avez bêta moins gamma égale 0, donc ça vaut 0. Donc il vous reste déjà alpha égale 0. Voilà. Puis une fois que vous avez alpha égale 0, celle-ci donne gamma égale 0. Puis une fois que vous avez gamma égale 0, celle-ci donne bêta égale 0. Donc c'est équivalent à alpha égale bêta égale gamma égale 0. D'accord? Ce qui prouve par définition que la famille elle est libre, puisque donc la seule combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, V3 qui donne le vecteur nul, c'est lorsque les scalaires sont nuls. Donc ça, c'est la définition d'une famille libre. Si on avait trouvé des solutions où il y avait au moins un des réels qui n'était pas nul, on aurait trouvé donc une relation de linéaire dépendance entre les vecteurs. Et donc ça aurait voulu dire que la famille était liée. Ici, ce n'est pas le cas, elle est libre. Donc la famille V1, V2, V3 est libre.
Ce qui prouve que, en fait, V1, V2, V3, donc c'est une base de F, puisqu'elle est libre et génératrice de F. D'accord? Ce qui prouve que F est de dimension 3, et donc que la famille V1, V2, V3, V4, elle est de rang 3. Et donc, conclusion, la famille qui vous était donnée au départ, elle est de rang 3. Donc, cette famille-là, là, si on savait qu'elle était de rang inférieur à 4, en fait, elle est de rang 3. Même principe dans l'autre question du même exercice. On vous demande de déterminer donc, le rang de cette famille-là. Donc, là aussi, il y a 4 vecteurs, 4 polynômes. D'accord? Et donc, vous êtes sûr que la famille elle est au maximum de rang 4. Elle sera de rang 4 si et seulement si ça constitue une famille libre, et sinon, elle sera de rang strictement inférieur à 4. Ici, on va, entre guillemets, ruser. On n'aura pas besoin de trouver voilà, une base du sous-espace vectoriel engendré par cette famille-là. On va faire en plus simple. D'accord? Donc ici, donc, là encore, pour alléger les écritures, j'ai noté P1, P2, P3 et P4, les 4 polynômes qui apparaissent dans la famille. Donc P1, c'est x carré plus x plus 1, etc. P3, 2x. D'accord? Alors, la famille, donc P1, P2, P3, P4, elle est au maximum de rang 4, puisqu'il y a 4 vecteurs dans cette famille. Ensuite, on constate, là, ça se voit bien, que la famille P1, P3, P4, elle est libre. Pourquoi? Bien, parce qu'on a une famille de polynômes non nuls de degré 2 à 2 distincts, parce que P1 est de degré 2, P3 est de degré 1, et P4 est de degré 3, lui. Donc, je suis sûr que la famille P1, P3, P4 est libre. Et donc, ça veut dire que la famille P1, P2, P3, P4, elle est au minimum de rang 3. C'est ce résultat-là que j'utilise encore. Vous avez votre famille qui contient ici 3 vecteurs linéairement indépendants, puisque les vecteurs P1, P3, P4 forment une famille libre. Et donc, vous êtes sûr que le rang de F il est supérieur ou égal à 3. Donc, finalement, le rang de la famille, c'est 3 ou 4. Rien que le fait d'avoir vu ça, ça fait gagner un temps considérable, puisque vous savez déjà que la famille elle est au minimum de rang 3. Donc, elle est de rang 3 ou 4. Ensuite, on constate, alors c'était fait exprès pour que ce soit assez simple, que P2, c'est P1 plus P3. Si on fait celui-ci plus celui-ci, ça donne P2. Ce qui prouve que la famille, donc P1, P2, P3, P4, elle n'est pas libre, et donc elle n'est pas de rang 4. Parce qu'une famille de 4 vecteurs sera de rang 4, et seulement si elle est libre. Comme elle n'est pas de rang 4, et qu'elle est de rang inférieur à 4, elle est de rang strictement inférieur à 4, et donc elle est donc, au maximum de rang 3, et comme elle est au minimum de rang 3, elle est donc nécessairement de rang 3. Et donc là, on a fini. Vous êtes sûr que la famille P1, P2, P3, P4, elle est de rang 3, sans avoir besoin de chercher une base, etc. Donc ça vaut le coup de faire ça, d'essayer de voir si vous, au sein de la famille, vous ne voyez pas une famille libre. Généralement, vous en voyez au moins une famille avec 2 vecteurs, parce qu'il est facile quand même, si ça existe, bien sûr, mais de trouver dans la famille 2 vecteurs qui ne soient pas collinéaires. On aurait pu dire aussi que ces 2 polynômes-là ne sont pas collinaires, donc la famille était au moins de rang 2. Mais finalement, nous, on va plus vite que ça, parce qu'on dit qu'elle est au moins de rang 3. Parce qu'on a trouvé une famille libre de cardinal 3. D'accord? Et après, comme il ne reste plus que 3 ou 4, eh bien, on s'en sort. Voilà pour cet exercice. Et ça clôt en fait notre séance. Alors, je vous enverrai donc les consignes pour la semaine prochaine, parce que je vous ai dit demain de reprendre ce qu'on a vu cette semaine, parce que c'est un chapitre vraiment important, donc il faut bien avoir compris cette histoire de dimension. Donc, relisez bien tout ça. Alors, vous pouvez prendre de l'avance, bien sûr, et commencer à regarder la partie grand 2. Je vais vous envoyer donc les consignes, tout ça, alors aujourd'hui ou demain, je vais voir. Et puis, on fera une séance mardi. Donc, on se revoit mardi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, les questions par mail, j'y réponds, mais c'est pas évident en fait, parce que souvent à l'oral, j'arriverai à vous expliquer ça. Paul, dans l'exercice 1, vous pouvez montrer autre chose que W égale U plus V. Alors, il faut que je revienne à l'exercice 1. Alors, attends. L'exercice 1. L'exercice 1. Oui. Oui. Moi, j'ai mis W égale U plus V. Alors, ça devait être par ici. Voilà. Mais voilà, tu peux très bien écrire que U, c'est W moins V, et donc on peut enlever U. Et donc, tu auras une autre famille libre, une autre base, mais ça ne changera pas la dimension. Donc évidemment, quand il y a une relation de linéaire dépendance entre des vecteurs, vous pouvez la transformer. Moi, j'ai écrit W égale U plus V, mais je répète, on pourrait avoir U égale W moins V, ou V égale W moins U.
ça ne change pas évidemment le principe, hein. D'accord. Alors voilà. Il y a pas unicité, hein, évidemment, de la relation de linéaire dépendance, hein. Vous pouvez en trouver une autre, et cetera. D'accord? Puis s'il y a une famille de 5 vecteurs, hein, moi je peux très bien trouver une relation de linéaire dépendance entre les 3 premiers, puis vous entre, le deuxième, le cinquième et le premier. Mais dans ce cas, pas de souci, hein, vous enlevez le vecteur, peu importe, hein. Voilà. Vous n'aurez pas la même base à la fin, hein, mais voilà, il n'y a pas unicité d'une base dans un espace vectoriel, donc ça ne pose pas de souci. Donc je disais, pour en revenir à ça, que je vous enverrai donc, les, heu, les consignes, pour la semaine prochaine. Alors en fait, je ne cache pas que je pensais qu'on finirait le chapitre la semaine prochaine, mais parce que j'avais prévu de faire donc, il y aura une séance mardi et j'avais prévu d'en faire une vendredi, hein. En fait, vendredi, enfin jeudi, c'est l'Ascension et vendredi, visiblement, on fait le pont et donc on ne pourra pas faire de séance non plus vendredi. Donc on aura une semaine de 3 jours seulement la semaine prochaine. Donc bah, je vous enverrai quand même des consignes pour 3 jours. Je vous enverrai aussi un TD à faire, d'accord? Et puis, bah, on se reverra en présentiel, pour finir, hein, le lundi, hein, d'accord? Mais voilà, donc on n'aura que 3 jours, la semaine prochaine. Donc lundi, j'ai prévu que vous étudiez donc la partie grand 2, hein, donc ça, hein, tout ce qui est somme et dimension. Donc là, il y a un peu plus de choses à lire, hein, mais les résultats à connaître, ne sont pas non plus, extrêmement difficiles. Et puis après, il nous restera cette partie-là que je pensais donc enfin, que vous étudierez mercredi et que je pensais donc faire en live, le vendredi, mais du coup, ça ne sera pas possible. Donc pourtant, il y a quand même, un résultat très important dedans qui est le théorème du rang, mais bon, on y reviendra. Voilà, c'est pas grave. Au pire, on fera ça lundi. Je vous enverrai quand même un TD, hein. Alors que du coup, on ne corrigera pas en live et donc je vous enverrai, le corrigé avec des liens pour que vous regardiez, si vous avez besoin seulement des indications et cetera. Mais voilà. Bien voilà, donc ça a été assez court aujourd'hui, mais je m'y attendais, hein. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis, je vais essayer de m'occuper des documents à vous envoyer, programme de colle et cetera aussi, hein, donc pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on fera encore des calls à distance et puis, logiquement, hein, si tout va bien, le 17, mai, hein, on reprend en classe. Voilà, donc voilà, bah, écoutez, bonne journée à vous, hein. Alors je répète pour les oui, ceux qui m'envoient des questions par, mail, hein, bah, évidemment faites-le, hein, mais c'est pas évident pour moi de faire une réponse, courte, par écrit, hein. Alors que je suis sûr qu'en live comme ça, je vous expliquerai ça en 30 secondes, alors que par mail, ça va me faire 15 lignes ou et cetera. Donc c'est moins pratique par écrit, hein, souvent d'expliquer les choses, hein. Mais bon, voilà, bien je vous souhaite une bonne journée et puis, on se on refait une séance, mardi. Je ne sais plus à quelle heure, mais c'est sur l'emploi du temps, les PTSI là, enfin sur l'agenda qu'avait créé monsieur Paradis. Donc vous verrez. Et oui Thomas, ce soir en call. Allez, je vous laisse.